Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai la chance d'accueillir pour un épisode Julia Cantaradiou. Salut Julia. Salut Sébastien. Alors Julia, je suis très contente de pouvoir t'accueillir pour venir introspecter ton mental, venir un petit peu mieux te connaître aussi par rapport aux différentes activités que tu as. Et écoute, je te souhaite vraiment la bienvenue sur le podcast. Merci à toi de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, tu fais des conférences, tu crées des ateliers de formation, de networking pour les étudiants. Tu as aussi un super podcast, Julia Wonders, pour venir, en tout cas, interviewer des personnes inspirantes. Tu fais plein de belles choses, dis-moi. Oui, j'ai plein d'activités et je sais que toi aussi, tu es un couteau suisse, donc je pense qu'on est assez pareil sur ce point-là. Besoin d'avoir plusieurs projets et de s'investir dans plusieurs milieux avec des publics différents et être stimulé de plein de façons différentes. Ouais, c'est ça. C'est un peu, comme souvent dit le banquier, il faut pas mettre tous ses produits financiers dans le même panier. C'est bien de diversifier les actions. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je pense qu'au-delà du côté risque, c'est ce côté besoin d'avoir plusieurs activités. Tu vois, c'est comme ça que tu te sens épanoui, c'est comme ça que tu es nourri. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais une seule activité freelance ou une seule activité de formation, en fait, j'aurais l'impression de plus progresser assez vite ou de pas assez m'épanouir dans mon quotidien. Et c'est vraiment le fait d'être tout le temps avec des acteurs différents, tout le temps dans des milieux différents, etc., qui me nourrit et qui me donne l'impression d'apprendre tout le temps. Oui, du coup, c'est les interactions sociales, en fait, finalement, qui te nourrissent. Oui, carrément. On va revenir un petit peu quand même sur ce que tu fais. Tu peux nous expliquer un petit peu, en tout cas, tes différents champs d'action professionnelle? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, l'activité que je suis le plus en train de développer en ce moment, c'est la partie conférence-formation. Donc, en fait, j'interviens dans des écoles pour former les étudiants au networking parce que ça me tient énormément à cœur, à la fois parce que derrière le réseau, il y a des gros enjeux d'inégalité sociale. Donc, moi, j'interviens beaucoup dans des lycées assez défavorisés pour sensibiliser les étudiants à l'art de développer son réseau parce que je suis convaincue que ça peut vraiment réduire les inégalités si les étudiants ont cette capacité créer leur propre capital social, même s'ils n'ont pas hérité d'un capital social, tu vois, de leurs parents. Et puis je donne aussi des conférences dans les écoles, et ça me tient aussi énormément à cœur, d'inspirer, de donner confiance aussi dans le futur, parce que quand t'es jeune, t'as souvent peur, ou alors t'as du mal à te projeter. Et du coup, quand t'as du mal à te projeter, le futur est incertain, et incertitude rime souvent avec une certaine forme de stress, d'appréhension, et pas de confiance. Donc l'idée, c'est d'inverser un peu la tendance, essayer de donner confiance aux jeunes à travers ces conférences. De confiance aux parents aussi, parce qu'il y a souvent des parents qui viennent assister aux conférences et qui sont stressés pour leurs enfants. Et puis, un autre point de mon activité, c'est plus de la partie freelancing. Donc, je travaille en parallèle avec Samuel Durand, qui fait des documentaires. Donc, je l'aide sur plusieurs aspects, à la fois sur la partie événementielle. Donc, on organise plein de belles soirées événements ensemble. À la fois sur la partie contenu, tu vois, sur tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, les articles, la communication, et puis un pilier plus éditorial, donc et de l'accompagner un peu sur l'angle qu'il va donner au documentaire, ses prises de position, essayer de les challenger, etc. Voilà un peu, et ouais, j'ai trouvé mon équilibre entre plusieurs types d'activités. Ouais, c'est clair. Et mon podcast aussi, bien sûr, à côté. Mais tu peux nous en dire un petit mot sur ton podcast? Ouais, bien sûr. Mon podcast, en fait, sur ce podcast, j'essaie d'interviewer des personnalités inspirantes qui
qui ont pas forcément suivi la voie toute tracée, qui ont décidé de suivre leur propre voie, qui ont osé suivre leur propre voie. Et c'est souvent des personnes, du coup, qui ont commencé par un chemin assez tracé et qui décident finalement de jouer leur premier rôle dans leur vie. J'aime bien cette expression. Donc voilà, je reçois du coup des entrepreneurs, des artistes, des athlètes, des créateurs de contenu pour qu'ils viennent partager leur parcours et nous inspirer. Bon, ça ressemble un petit peu à ce que je fais, sauf que moi, je suis plus sur la dimension introspection de leurs tips par rapport à la dimension mentale. Mais finalement, on est un peu dans la même dynamique, finalement. C'est chouette. Non, mais c'est clair, mais c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui, je pense. C'est chouette. Bon, ben voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter Julia Wonders et tous ses invités. Et puis, comme tous les bons podcasteurs, n'oubliez pas, on n'est pas payé pour ça, donc quelques avis, des commentaires sympas, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est notre récompense à nous. Alors, si tu as vu un petit peu, du coup, si tu as déjà écouté un petit peu le podcast, en tout cas, parlons de votre mental, je commence toujours par un petit portrait chinois, couplé presque avec un petit questionnaire de Proust pour, on va dire, un peu mieux cerner les reliefs de la personnalité de l'invité. Est-ce que tu es prête à te lancer dans cette aventure? Oui. Ok. Alors, on va y aller. Bon, tu verras, c'est des questions qui sont toutes simples et en général faciles à y répondre. Enfin, des fois, parfois non, mais en général, la plupart du temps, c'est facile. Ok. Et tu devais choisir une couleur, Julia. Quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Le bleu, je pense que c'est une des couleurs qui me représente le plus. C'est une couleur que je porte très souvent, qui est un bleu roi. Je pense que je choisirais un bleu bien vif. C'est une couleur un peu comme ton fond là d'écran. Bon, les auditeurs ne voient pas, mais un bleu roi, bleu clin. Que pour moi, ça représente le côté social, le bleu. Un peu le bleu de LinkedIn aussi, ce côté relations, etc. Et oui, j'adore cette couleur. Je me sens bleu. Tu te sens bleu? Je me sens bleu, non, je rigole. Ok, comme les Schtroumpfs, quoi. Ouais. C'est bon. Ok. Si tu devais identifier un moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel? Juste avant d'aller me coucher. Ou tôt le matin. En fait, voilà. Soit tôt le matin, quand j'ai pas encore commencé, soit juste avant d'aller me coucher, quand j'écris mes petits moments de gratitude de la journée. Ok. Ah ouais, tu écris des petits moments de gratitude à la fin de ta journée? Ouais. Je pense pas tous les jours. Parfois, je m'endors direct, mais quand j'essaie vraiment de le faire, et en particulier les jours où ça va pas, j'essaie d'écrire de la gratitude. Ok. Et du coup, tu t'y prends comment? Ça consiste en quoi? En fait, j'ai un petit carnet, là, tu vois. Hop, petit carnet. Et j'écris. Il y a Florence Servan-Schreiber, elle a écrit un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. En gros, c'est un peu ça le concept, c'est que tous les jours, tu vas écrire 3 moments de ta journée pour lesquels tu es reconnaissant. Et ça peut être des trucs tout simples, tu vois. Ça peut être, tu vois, à midi, t'as pris 10 minutes pour te prendre ton café avec ton petit biscuit, et t'étais dans ta bulle, et t'as kiffé ce moment, et tu vas écrire à la fin de ta journée, mais ça, c'était un bon moment. Ou, je sais pas, t'as passé un coup de téléphone à tes sœurs, et t'as pu leur parler. Enfin, moi, par exemple, j'ai mon neveu qui a 4 ans, parfois, quand je suis au téléphone avec lui, ça égaye ma journée, même si on se parle pas souvent. Enfin, pas souvent, hein, tous les mois, toutes les 2 semaines. Donc, ça égaye ma journée, ça, c'est un moment de gratitude, tu vois. Parfois, ça peut être des trucs plus gros, tu vois, des plus gros projets que t'as réalisés. Mais, en fait, se dire que tous les jours, en fait, peu importe comment ta journée, elle s'est passée, il y a souvent des moments qui t'échappent à la fin de la journée. Et peut-être que si t'as passé une journée assez négative, à la fin de la journée, tu vas te rappeler que de ça. Et tu vas un peu avoir tendance à oublier toutes les jolies petites choses qui te sont arrivées, tu vois. Donc l'idée, c'est de focaliser ton attention justement sur ce pourquoi tu es reconnaissant. Et en fait, ça peut être dans ta journée, mais ça peut être aussi dans ta vie de manière générale, tu vois. C'est pas forcément ton café du midi ou ton neveu, mais ça peut juste dire j'ai vu une personne dormir dans le métro à Paris, mais en fait, je suis tellement reconnaissante d'avoir un lit, tu vois. Et en fait, c'est simple et parfois ça peut paraître même trop simple pour certaines personnes, mais en fait, ça a été prouvé scientifiquement que la gratitude, ça a un pouvoir immense sur le cerveau. Et en fait, quand on se rend compte que notre bonheur, il vient pas de ce qu'on possède, mais tu vois, de notre gratitude pour ce qu'on a déjà, ça change tout, quoi. Donc, j'aime bien me coucher en faisant ça. Je pense pas tout le temps à le faire, mais je trouve que ça fait une vraie différence. Ouais, c'est super. Mais écoute, en tout cas, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à tester et puis ils viendront nous dire en commentaire s'ils veulent comment ils ont trouvé ce petit tips, un des premiers que tu viens de nous donner. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire ou qui t'a inspiré, tu choisirais lequel? Ok. Là, comme ça, j'ai envie de dire Penser pour moi-même de Marc Aurèle. C'est un livre. Marc Aurèle, du coup, c'est un empereur romain. En fait, il a écrit ce livre qui est
ultra facile d'accès, qui est très court. Et en fait, c'est comme des petites maximes de vie qu'il a écrit quand lui, il était empereur. Des choses dont il voulait se rappeler. Et tu sais, c'est des leçons de sagesse un peu qu'il partage. Et j'adore ce livre parce que donc Marc Aurèle, il appartient au mouvement des stoïciens en philosophie. En gros, c'est une de leurs croyances fortes, c'est que ton destin, il t'arrive, tu vois, tu peux pas contrôler ton destin. Par contre, tu peux contrôler comment tu réagis face au destin, tu vois. Et il faut beaucoup la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi. Donc en gros, il faut genre accepter ce qui dépend pas de toi et agir et donner ton maximum sur tout ce qui dépend de toi. Et je trouve que c'est une maxime qui est hyper bénéfique à appliquer dans ce quotidien. Parce qu'en fait, à chaque fois que, tu vois, il y a des événements qui t'arrivent ou t'es frustré, etc., tu te dis, OK, est-ce que ça dépend de moi? Non. Et ben, si ça dépend pas de toi, ben, tu vois, tu peux, n'encombre pas ton mental avec ça parce que c'est hors de ta portée, c'est hors de ton champ d'action, tu vois. Et y passer des heures à ressasser ne te sert pas. Donc, libère-toi-en. Et moi, ce livre, je l'ai lu quand j'étais en prépa et j'ai adoré. Franchement, je recommande parce que on pense pas à lire les philosophes grecs, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un livre ultra simple à lire. J'étais étonnée à quel point il est accessible, tu vois, pour notre génération. En fait, je trouve qu'il y a des enseignements dedans qui valent vraiment de l'or et qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Tu vois, vraiment une forme de sagesse que ça t'apporte hyper vertueuse, quoi. Ok, Marc Aurèle. Je ne possède pas le livre, mais en tout cas, je l'ai déjà lu. Ok. Alors, si tu devais choisir une citation, alors pas de Marc Aurèle, quelle choisir? Ouais, si tu peux choisir Marc Aurèle, si tu veux, hein, je plaisante. Quelle citation choisirais-tu? Ben, alors il y en a plein, mais là il y en a une que j'ai accrochée dans ma chambre depuis un petit moment. C'est chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Et j'essaye de me le rappeler tout le temps, tu vois. C'est pareil. Enfin, si tu veux tenter un truc et que tu sais pas si ça va marcher ou pas, ben tente parce qu'en fait il y a que en testant que tu sauras. Donc j'aime bien cette phrase. Elle me donne envie de tenter tout ce que j'ai envie de tenter et on verra après, tu vois. Mais voilà, pareil. Tenter, ça dépend de moi, que ça marche ou pas. Tu vois, ça dépend pas tout à fait de moi. Tu vois, il y a une partie qui dépend de moi sur tous les efforts que je vais faire pour faire parler de ce projet, pour m'investir, pour tu vois mobiliser des gens autour de mon projet. Après, il y a une partie qui fait que moi j'ai pas les rênes dessus et il ne tient qu'à moi par contre d'essayer, tu vois. Ok. Si tu étais une qualité, Julia, quelle qualité serais-tu? La sagesse. La sagesse. Eh ouais, d'où Marc Aurèle. La sagesse. Ouais, d'où Marc Aurèle. J'aime beaucoup. Je trouve que la sagesse, c'est en fait quand t'abordes ta vie avec sagesse, tu sais, t'arrives à vraiment apprendre de tes erreurs, ne pas trop en vouloir aux gens quand ils sont énervés contre toi parce que tu sais que ça reflète aussi des choses sur eux-mêmes et tout ça. Je trouve que ta vie, elle est tellement plus sereine et tout. Donc, ouais, je dirais la sagesse. Ouais, t'as bien raison, en fait, de toute manière. Et Marc Aurèle aussi, hein. Je veux dire, autant agir sur ce qu'on peut agir et on va dire, être focus vraiment là-dessus, quoi. Mm. Si tu devais nous donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? L'enthousiasme, je pense. Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Lancer des nouveaux projets, partager, tu vois, rencontrer de nouvelles personnes, lire un bon bouquin, apprendre un truc ou genre avoir comment dire, débloquer une nouvelle idée ou faire une connexion entre deux idées, passer un moment avec ma famille, des trucs comme ça. Ok. Je suppose que tu écoutes des podcasts. Oui, beaucoup. Alors, si tu devais faire ton trio de 3 podcasts que tu aimes écouter, t'as 3 lesquels? podcasts que j'aime écouter, ouais. Je vais dire Nouvel Œil de Victoria Guillaumont. Une philosophie pratique de Charles Pépin. C'est vraiment un de mes podcasts préférés. Chaque épisode, je trouve, c'est une merveille. C'est hyper poétique et tout en plus. Et un autre podcast, pardon, que j'adore écouter, c'est In Power de Louise Aubéry. Okay. Elle interviewe des personnalités inspirantes et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, et puis je reviens sur Charles Pépin. Charles Pépin, moi j'adore. Hein, j'ai lu tous ses livres. J'ai tous ses livres en audio. Enfin, je trouve que c'est le philosophe de notre société qui est hyper inspirant, je trouve, et c'est toujours hyper intéressant d'aller écouter ou de lire en fait tout simplement ce qu'il écrit, quoi. Notamment sur la rencontre. J'adore son livre sur la rencontre. Je suis en train de le lire là. Je viens de le commencer. Ouais, c'est un super ouvrage qui fait réfléchir aussi au chemin, aux gens qu'on rencontre et comment les rencontres construisent notre personnalité et ils nous apprennent à mieux nous connaître, quoi. Ça, c'est super intéressant. Ouais, j'aime bien cette phrase où il dit qu'il faut partir à la rencontre des autres pour se connaître soi-même, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. Bah, justement, en parlant de philosophe, si tu devais choisir un philosophe, lequel choisirais-tu? Ben, j'hésite entre Marc Aurèle, justement, et à l'inverse, Sartre aussi, j'aime beaucoup cette idée enfin, Sartre, du coup, sur la philosophie, c'est vraiment l'opposé en termes de pensée, tu vois, c'est l'existentialisme où en fait, t'es pleinement acteur de ta vie et t'as pleinement le pouvoir de ta vie sur ce qui t'arrive. En fait, tu vois, t'es aux manettes, enfin, t'es le créateur, l'acteur de ta vie et tout, et tu es responsable de toutes les décisions que tu prends et tout. Je trouve que cette philosophie, elle donne vachement de pouvoir à l'individu, peut-être trop. Je sais pas si on a autant de pouvoir que ça, tu vois, sur nos vies, sur nos actions. Je trouve qu'il y a quand même une grosse partie qui est déterminée socialement, de notre environnement, etc., de nos gènes, de notre naissance. Mais j'aime beaucoup quand même, parce que, en fait, moi, je fais ma propre tambouille de philosophie entre Marc Aurèle et Sartre, tu vois. Et je trouve que quand t'acceptes aussi de prendre les responsabilités de ta vie, et à la fois que t'acceptes que tout ne dépend pas de toi, je trouve que le combo des deux est hyper bénéfique. D'ailleurs, sans blague, c'est vraiment un truc auquel je suis en train de réfléchir, c'est que j'aimerais bien trouver un philosophe qui arrive dans les deux, tu vois. Et bon, j'ai pas trouvé à date, mais si quelqu'un connaît, Ça va peut-être être toi, en fait. ce sera peut-être moi, la philosophe, qui fera le pont entre deux mondes opposés. Voilà, c'est ça. Allez, si tu devais choisir un réseau social, celui que tu préfères, ça serait lequel? Bah, LinkedIn. Et pourquoi? Pourquoi LinkedIn? Bah, parce que c'est là que j'ai fait vraiment toutes mes rencontres et c'est grâce à LinkedIn que la plupart des projets que je mène en ce moment arrivent, quoi. Donc, ouais, sans hésiter. Et du coup, bah, c'est celui que tu préfères, mais à contrario, pourquoi tu n'apprécies pas forcément les autres? Est-ce qu'il y a J'aime beaucoup les autres. C'est pas parce que j'aime pas les autres, c'est plutôt parce que LinkedIn se démarque et c'est celui qui m'a le plus apporté personnellement. Ok. Qu'est-ce que tu aimes chez les autres? J'aime bien le côté sur Instagram, on peut être pleinement, enfin, on peut partager des trucs sans trop se prendre la tête, tu vois. Il y a pas ce côté professionnel comme sur LinkedIn, mais bon, c'est pas sa vocation non plus. Bah, sur TikTok, j'aime le fait qu'en fait, on peut vivre de sa passion, tu vois. Je trouve ça assez incroyable qu'aujourd'hui, on vive dans une économie de créateurs où, en fait, t'as des gens qui vivent de leur passion pour la vidéo, tu vois. Donc, je trouve qu'on vit dans une époque de fou grâce à ça. Bah, YouTube, j'adore parce que, tu vois, c'est un puits de connaissances immense. Tu peux te former sur n'importe quoi grâce à YouTube et je trouve que ça donne un accès aux connaissances qui est génial. Voilà pour les autres. Puis Snapchat, c'est un peu le réseau social où je garde contact avec mes amis d'enfance, etc. Donc, voilà. Ok. Bref. Finalement, chacun a une utilité différente. Ah oui, non, mais je les utilise tous. Mais c'est juste que c'est LinkedIn qui m'a le plus apporté, ouais. Ok. Allez, une petite dernière. Un pays qui t'inspire et où tu pourrais éventuellement vivre. Ben, en ce moment, je rêve d'aller en Thaïlande. Mais alors, je sais pas si je pourrais y vivre. Mais en tout cas, c'est un pays qui me donne très envie de découvrir. Mais même pas forcément pour la culture, mais plutôt pour les paysages, etc. Et un pays où je pourrais vivre, bah, alors tu vois, j'ai passé 1 an en Estonie. En fait, j'ai compris que la question c'était, j'aurais dû dire un pays, c'est les deux, mais je fais en dire deux. Là, ouais, je rentre d'1 an en Estonie. J'ai passé 1 an là-bas de 2021 à 2022. Et c'est un pays ultra sous-coté. Vraiment, très peu de personnes, je pense, connaissent l'Estonie ou pensent à y aller pour visiter. Mais c'est un bijou, c'est hyper, c'est un cocon, quoi. Et moi, j'ai adoré là-bas. Donc, rien à voir avec la Thaïlande, mais en vrai, je pense que je pourrais y vivre, ouais. Ok. J'ai quand même une petite dernière. Hein. Si tu devais choisir une personnalité féminine inspirante, laquelle choisirais-tu? Et pourquoi? Ouais, bah, je pense que je choisirais Louise Aubéry, la fondatrice du podcast Empower. Parce que je pense que de toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, c'est sûrement elle qui a eu le plus d'influence sur ma manière de voir les choses. C'est sûrement elle qui m'a le plus inspirée du fait qu'elle ait lancé plusieurs projets quand elle était étudiante. Donc elle a lancé sa marque de lingerie pendant ses études et là aujourd'hui elle vit de ça et de plein d'autres projets qu'elle mène et qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est à la fois sur tout ce qu'elle mène et à la fois sur son message qui est hyper fort, quoi, pour les femmes. Ok, bah super. Écoute, on a traversé cette épreuve avec succès et on connaît un petit peu plus ta personnalité, tes goûts et on va continuer. On va revenir un peu sur ton parcours. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu, un peu les études que tu as faites. C'est quoi ton parcours Ouais. Bah moi, du coup, après le lycée, je me suis orientée vers une classe prépa. C'était une de mes profs de français qui m'a beaucoup mentorée, qui m'a beaucoup guidée, qui m'avait encouragée à faire cette voie-là, que je connaissais pas avant,
qui m'a dit, voilà, ça va être exigeant, mais t'en es totalement capable et je pense que tu vas beaucoup t'épanouir là-bas. Et c'est ce que j'ai fait et bon, elle a eu raison. J'ai vraiment beaucoup aimé mes études en prépa et je pense que ça m'a ouvert l'esprit à, tu vois, à la lecture, à la philo, à l'économie, aux inégalités. Enfin, en fait, je pense que beaucoup de projets que je fais maintenant ou de réflexions que j'ai maintenant sont nés en prépa, tu vois, quand j'étais dans la tête dans mes bouquins et qui aujourd'hui s'incarnent plus dans mes projets parce que j'ai plus de temps. Mais ouais, ça t'apporte, je trouve, une conscience du monde et tout en prépa. Enfin, moi, j'ai adoré et d'autres personnes auront le discours exactement inverse au mien, c'est horrible, qu'il y a trop de travail et tout, mais moi, j'ai adoré. Après la prépa, j'ai fait une école de commerce. Parcours assez classique, tu vois, tu passes les concours et tu vas en école de commerce. Donc la mienne était à Grenoble. Donc j'ai fait une première année à Grenoble. C'était l'année Covid, donc j'ai pas passé beaucoup de temps à l'école, beaucoup de temps chez moi surtout, derrière mon écran. Et c'est cette année-là où j'ai lancé mon podcast et c'est aussi l'année où je me suis engagée dans une association étudiante qui était TEDx. Donc on organisait des événements TEDx, un événement local et j'ai adoré faire ça. J'ai fait ça pendant 2 ans et c'est incroyable parce qu'on a fait des rencontres hyper inspirantes, tu vois, avec le champion du monde de boxe, avec Maud Caillot qui a fondé Gringot, avec un danseur de l'Opéra de Paris, tu vois, une championne du monde de poker, enfin plein de personnes comme ça qui étaient brillantes et hyper humbles. Donc moi c'était un plaisir de rencontrer ces personnes-là pendant 2 ans. Après cette année à Grenoble, du coup je suis partie en Estonie pendant 1 an voir un Erasmus. Et pareil, c'est une année incroyable où j'ai pu beaucoup voyager, où je me suis beaucoup cherchée aussi, tu vois. C'était une année de grosse introspection. Et c'est l'année où j'ai quand même planté pas mal de petites graines qui ont germé bien après, tu vois. Donc ouais, c'est une année où, tu vois, j'ai créé mon entreprise quand j'étais en Estonie. Je commençais un peu le freelancing, mais je savais pas encore trop qu'est-ce que j'avais vraiment à apporter, tu vois, qu'est-ce que je pouvais vraiment, de quelles étaient vraiment mes compétences et mes forces que je pouvais, du coup, vendre, entre guillemets, tu vois. Et, et ouais, c'est quand je suis revenue en France qu'il y a pas mal de trucs qui se sont décantés. Donc là, je suis revenue en juillet 2022. Et j'ai passé 6 mois chez moi dans le sud de la France, en télétravail, du coup, parce que j'avais lancé mes projets. Donc là, ça y est, je commençais un peu à développer, à faire du freelancing, etc. Et puis en novembre dernier, là, j'ai déménagé à Paris. Et en fait, depuis que j'ai déménagé à Paris, là, ça fait 3-4 mois, j'ai l'impression que tout s'accélère. Que j'ai commencé à donner des formations toutes les semaines dans les lycées, des conférences régulièrement. Et ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus alignée là depuis que je suis à Paris qu'avant et que je trouve petit à petit ma place et ce que j'aime faire. Donc ça me rend super heureuse. Alors ouais, c'est vrai que dans le sud, il y a le soleil, mais il y a moins d'opportunités. Contrairement à Paris, où il fait pas toujours beau, mais où il y a quand même beaucoup de monde, enfin, voilà, c'est quand même c'est une vraie fourmilière, Paris, quoi. T'as tout résumé, hein. J'étais hyper bien chez moi, mais je m'étais dit, enfin, par rapport au projet que j'ai envie de mener, il faut que je sois à Paris, tu vois. J'ai envie d'aller là-bas. Enfin, cette ville m'appelle, tu vois. Et je suis hyper contente d'avoir suivi cette intuition et d'avoir déménagé parce que enfin, toutes les rencontres que je fais là, c'est dans des événements, tu vois. Et si j'étais à Nice, chez moi, je raterais plein de trucs. Donc, t'as suivi le phare de la Tour Eiffel pour venir jusqu'à Paris. Voilà. Ok. Bon, finalement, tout ce parcours, il t'inspire quoi? Il m'inspire beaucoup de patience, tu vois, parce que moi, je pense que je suis une personne qui aime que les choses aillent vite ou, tu vois, qui aime voir des résultats vite quand je fais des trucs. En fait, ça m'a appris que non, les choses, elles mettent du temps. Vraiment, si t'as un projet, enfin, mais ça met du temps à se développer, ça met du temps à comprendre ce que tu fais, ça met du temps à devenir bon dans ce que tu fais. Et en fait, quand tu te rends compte que quand tu lances un projet, il faut pas que tu aies une vision sur 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais que tu aies une vision sur 5 ans, 10 ans, et tu vois les choses enfin, tu vois les choses d'un angle totalement différent. T'es plus dans la recherche de résultats à court terme, mais t'es plus dans la recherche de fondation solide, d'amélioration constante, tu vois. Mais tu te rends compte aussi que pour améliorer un truc de façon énorme, parfois c'est des petites améliorations de 5% chaque jour qui vont faire que tu vas faire une très grosse amélioration. Donc ouais, le fait de voir les choses comme ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Et ça m'aide aussi à ne pas me comparer aux autres, tu vois, parce que moi j'étais la pro pour me comparer à des gens qui faisaient ce que je faisais depuis 3 mois, mais depuis 5 ans, tu vois. Et en fait, tu vois, ça peut être pour le podcast, ça peut être pour le freelance et tout.
depuis que j'arrête de me comparer aux gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc juste de m'inspirer d'eux ou d'apprendre d'eux, mais par contre, moi, me comparer que à ce que je faisais il y a 3 mois ou ce que je faisais il y a 1 an, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout et t'es plus dans une course comme ça, t'es plus dans une compétition avec toi-même ou quoi, t'es juste dans la recherche d'amélioration et l'envie de bien faire, quoi. Ouais, je comprends. Après, souvent, le fait de se comparer, ça peut finalement nuire à l'action parce que ça peut conduire à l'inaction même. En me disant, bon, ben, il y en a d'autres qui le font mieux que moi, ça sert à rien que je me lance. Ah, c'est clair. Donc, c'est vrai que parfois, il vaut mieux tracer son chemin et puis pas forcément regarder ce qui se passe à côté, quoi. Ou alors juste regarder, mais pour être en veille, mais pour prendre les bonnes pratiques, quoi, éventuellement, quoi. Ok. De quoi es-tu le plus satisfaite aujourd'hui? Je dirais de mes relations. En fait, les relations que j'entretiens avec les gens dans mon travail, de mes amis, ma famille et tout. Au final, c'est ça qui me rend le plus fière, d'avoir gardé un lien hyper fort avec mes amis d'enfance. Même si on a tous bougé 15 fois, même si on n'est plus dans la même ville qu'avant et tout, c'est une grosse fierté de maintenir ce lien avec eux. Dans mon travail aussi, c'est hyper important que je sois entourée de gens qui m'inspirent et qui m'encouragent, et je trouve que j'ai la chance d'avoir créé cet environnement-là hyper bienveillant, hyper inspirant et qui me pousse dans mes projets. Donc ouais, je pense que c'est d'avoir bâti un cercle autour de moi très très positif. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à quelque chose de ton part? Ouais, je pense que c'est pour moi les conférences, tu vois, parce que je me rappelle quand j'organisais ces conférences TEDx, c'est que j'étais étudiante, je regardais les speakers avec un œil hyper admiratif et moi je rêvais de faire ça en fait, je rêvais de faire des conférences, donc je rêvais d'être à leur place, mais dans ma tête, ça allait mettre 10 ans, 15 ans, voire ce serait pas possible, tu vois. Et là, le fait de me dire que déjà 1 an et demi après, on contacte pour faire des conférences, ça m'ouvre, enfin, je me dis, la petite Julia d'il y a 2 ans, elle y aurait pas cru, tu vois, enfin, elle pensait pas que c'était possible, donc je pense que ouais, ça en fait partie carrément. Et puis même, tu vois, créer mon entreprise à 21 ans, enfin, c'est des trucs dont je me croyais pas trop capable, tu vois, de, de gérer plusieurs activités comme ça et tout ça. Et en fait, par petites actions, encore une fois, tu te rends compte que d'abord tu crées un statut, ensuite tu trouves un client, ensuite tu essaies de rendre ce client satisfait. Ensuite, tu te demandes ce que t'aimes faire, donc tu essaies d'aller plus dans ce que t'aimes faire et tu trouves d'autres clients là-dedans. Enfin, tu vois, petit à petit, tu construis un truc que tu te serais pas cru capable au départ, mais c'est parce que ça a pris du temps. Donc, ouais, gérer les conférences, c'est mon entreprise du coup. Ok. C'est un peu la méthode de la fourmi, quoi. Ah oui, oui, hein. Et C'est tu vois, les fourmis, elles prennent, tu sais, un truc à ramener dans l'endroit où elles mangent, et puis chacun en prend un petit bout et, et la ramène, et finalement, c'est impressionnant ce qu'elles arrivent à transporter. non mais c'est vrai, et tu vois, j'ai un tableau là où il y a plein de citations, de notes à côté de moi, et j'avais écrit Chi va piano va sano, et c'est une expression italienne, moi je suis d'origine italienne, que j'aime trop, et bon, qui est assez connue, mais en gros, quand tu vas lentement, tu construis des fondations solides, tu vois, tu crées une base saine. Et bon, ça peut être une pensée un peu limitante de penser comme ça, parce que de dire que tout met du temps, alors que c'est pas vrai. Enfin, il y a des choses qui vont vite, et peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire vite. Mais se rappeler que c'est normal parfois de pas progresser ultra vite, pas avoir des croissances à 2 chiffres dans ce que tu entreprends, tant que tu te remets en question pour progresser tous les jours, tu vois, et que à chaque fois t'essayes d'apprendre et de faire un petit peu mieux que la veille, t'es sur la bonne voie, tu vois. Moi, j'aime bien la phrase d'Ulysse qui dit que il cherche pas à faire des millions de vues sur cette vidéo à chaque fois, mais il cherche à faire genre 5% mieux que la précédente. Et c'est un peu un truc que j'essaie de faire, par exemple, pour le podcast, c'est de me dire à chaque fois comment je peux faire 5% mieux que le dernier. Et si tu fais 5% mieux à la fois, à la fin, t'as un truc qui est carrément différent du résultat initial, tu vois. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Après, sur le podcast, je trouve que c'est pas si simple que ça, parce que finalement, ça dépend beaucoup des invités qu'on peut avoir. Il y en a qui vont drainer plus ou moins de monde, en fait. Du coup, les écoutes peuvent être très variables d'un épisode à un autre. Ouais, mais tu vois, là, pareil, l'audience, de l'invité, ça dépend pas de toi, mais après, ce qui dépend de toi, ça va être, par exemple, de parler plus du podcast, donc de faire, par exemple, plus de posts LinkedIn, de créer des visuels, de créer des extraits du podcast pour le diffuser, d'en parler autour de toi, de demander à une personne en privé si
si elle a aimé ton podcast, de laisser un avis. Ça peut être, je sais pas, d'investir dans un meilleur micro. Ça peut être de faire une interview en présentiel pour avoir des extraits vidéo, tu vois. En fait, il y a plein de petits paramètres comme ça, je me dis que tu peux améliorer ou toi-même, tu vois, contacter des invités encore plus inaccessibles qui te semblaient impossibles à interviewer, mais donc te challenger. Donc ouais, moi j'essaie de voir un peu ces petites actions-là, comment tu peux les améliorer. Ok. Ouais, t'as raison, t'as raison. Du coup, ce qui fait que forcément tu vas gagner en qualité et peut-être aussi en quantité d'écoute. Effectivement. On va parler de ton mental, c'était ok? Oui. Ok. Si tu devais le définir, ce mot, le mot mental, tu le définirais comment, toi? Pour moi, c'est un peu toutes nos représentations et toutes nos limites. Tu vois, c'est un peu ce dont tu te crois capable et ce dont tu te crois pas capable. C'est un peu toutes les barrières que tu as intériorisées, au contraire, toutes les forces que tu trouves. C'est un peu ta capacité de résilience face à l'adversité, tu vois, de persévérance. Enfin, pour moi, ça peut être un peu ton moteur ou ton frein dans tes propres projets, tu vois. Et ouais, j'ai du mal à le définir plus simplement, mais j'espère avoir défini en gros. Ah bah après, chaque invité donne sa propre définition, donc voilà, c'est pas la définition du dictionnaire que je cherche, mais c'est celle qu'au moment toi tu vois les choses. Et si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Bah, cette question est très intéressante parce que j'ai une personne qui me vient en tête là justement quand je te réponds, c'est Cyril Benzaken, donc c'est un champion du monde de boxe que j'ai rencontré au TEDx. Bah, Cyril, pour moi, il a trois qualités, tu vois, c'est à la fois une très grosse discipline, donc la capacité à répéter tous les jours la même action pour s'améliorer, et il a une résilience énorme face à l'échec, tu vois, donc c'est-à-dire que il a échoué plusieurs fois, il a raté des matchs, enfin il a raté des combats, pardon, c'est des combats en boxe, mais pour autant il est remonté sur le ring et heureusement qu'il a remonté parce que c'est quand il est remonté qu'il est devenu champion, tu vois. Et autre chose, c'est qu'en fait, il a une ambition très élevée, donc il rêve très très haut. Il se met pas de limite dans ses ambitions, mais par contre après il se donne les moyens, tu vois. Donc ouais, c'est lui d'ailleurs qui m'avait donné ces trois traits de caractère d'un champion. Et c'est pour ça que pour moi, une personne qui a un bon mental, c'est quelqu'un à la fois qui sait faire preuve de discipline, qui est résilient, qui a une ambition sans limite, quoi. Ok, ok. C'est une belle définition et portrait intéressant en tout cas de quelqu'un qui a un bon mental. Donc voilà, j'en profite pour dire que bon bah si vous voulez aller, s'il a des réseaux sociaux, allez l'encourager parce que les champions de boxe, c'est toujours sympa d'aller voir ce qu'ils proposent. Est-ce que tu te prépares toi mentalement? Est-ce que tu as des outils que tu utilises dans ton quotidien, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle? Ouais, il y a plusieurs petits trucs que je fais là. Donc bah déjà, la première fois que j'ai commencé sensible à ça, c'était en prépa. J'avais des concours à passer, comme je te disais, qui me stressaient, donc j'ai commencé à pratiquer de la visualisation. Donc tu vois, je sais pas, tous les jours 5 minutes, je visualisais le long des concours. Donc je me mettais dans mon lit, je fermais les yeux et je me voyais dans ma salle de cours avec l'examinateur qui me donne un sujet. Et en fait, peu importe si le sujet m'inspire ou pas, c'est de me visualiser en train de produire ma copie, tu vois. Et ça m'avait énormément aidé à l'époque, me rassurer en me disant que quoi qu'il arrive, en fait, je saurais gérer le moment venu et improviser. Et tu vois, quand tu prépares des concours, t'as toujours peur d'avoir ce syndrome de la page blanche là, le jour où on te donne ta copie. Et du coup, ça m'avait travaillé un peu les muscles de me rassurer et d'apprendre à faire quoi qu'il arrive. Une première chose. Sinon, moi, je suis pas enfin, alors, j'ai découvert avec Chloé Bloom la visualisation créatrice. Donc, je sais pas si c'est de ouais, je pense que c'est de la préparation mentale. En fait, c'est des visualisations où tu essaies de imaginer le futur que tu désires, tu vois. Et en fait, tout ce que tu peux du coup visualiser dans ta tête, tu peux le créer, tu vois, parce que tu as créé une voie. Alors, je saurais très mal l'expliquer avec des mots un peu scientifiques, mais tu as créé un chemin dans ta tête où c'est possible, tu vois. Et plus tu arrives à le visualiser, plus tu arrives à voir à quoi ça ressemble cette vie-là, et plus tu arrives à la créer. Et ça me rend tellement surprise à chaque fois que je le fais parce que j'arrive à voir des trucs, c'est pas des visions, mais tu vois, avoir une image la plus concrète possible de là où j'ai envie d'être, tu vois.
de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'accomplir. Et ouais, j'adore du coup ces visualisations créatrices. Elle en a quelques-unes gratuites sur sa newsletter. Donc je trouve ça génial. Et après, d'autres petits trucs de préparation. Alors je sais pas si c'est de la préparation mentale, mais en tout cas qui m'aide moi à me sentir mieux et à plus oser, je pense, j'ai fait un petit bocal, là. Je vais le montrer. Ça, c'est un petit bocal de fierté. Donc en fait, c'est un petit bocal où je vais, genre, je fais pas tous les jours, mais tu vois, quand je fais un truc dont je suis fière, je le mets dedans. Et en fait, tu vois le petit bocal se remplir. Ça, c'est hyper fort parce que du coup, tous les jours, tu te dis, ok, je fais des petites actions comme ça pour m'améliorer, pour atteindre mes objectifs. Et ce que j'aime trop avec ça, c'est que du coup, les jours où ça va pas, tu réouvres ton bocal et tu regardes tout ce que t'as fait. Et rien que le faire, ça construit les signes de soi, tu vois. Alors moi, je trouve que vraiment avoir tu vois, ça peut être dans un petit bocal, ou ça peut être un carnet de fierté où t'écris les choses que t'es fier d'avoir accomplies. Ça, je trouve ça aide énormément parce que les signes de soi, sinon, on la laisse tellement dépendre du regard extérieur, de nos likes sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai compris que vraiment, les signes de soi, elles devaient vraiment se nourrir par notre propre validation. Et ça m'aide énormément. Et puis, dernière chose, c'est que depuis décembre, j'ai une coach qui m'aide dans mes objectifs. Elle m'a parlé du coup de la méthode qu'elle utilise en coaching. Et elle a été formée à la Life Coach School de Brooke Castillo. Donc c'est la même école que Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie. Et c'est un modèle du coup en 5 étapes. Donc en gros, l'idée c'est que tes circonstances génèrent des pensées génèrent des émotions, tes émotions génèrent des actions et tes actions génèrent des résultats. Donc en fait, avec la coach, tu travailles sur quelles pensées tu poses sur tes circonstances. Et en fait, à partir de là, c'est tout qui change en fait. Parce que si tu portes d'autres pensées sur la même situation, si tu portes 2 regards différents, tu vas atteindre 2 résultats différents. Donc je vais essayer de donner un exemple concret. Là, on avait pris l'exemple du podcast, tu vois. Ma circonstance, par exemple, il y a 2 ans, c'était j'adore écouter des podcasts, j'aimerais en faire un. Et je pourrais me dire, soit ça sert à rien parce que il y a déjà Louise qui le fait et qui le fait très bien, et donc si je le fais, je ferai pas mieux, donc ça sert à rien de le faire. Ou je pourrais me dire, en fait, j'adore écouter des podcasts, j'aimerais en lancer un, et en fait, vas-y, enfin, tu vois, et en fait, vas-y, go, tu vois, si t'as envie de le faire, c'est une raison suffisante pour y aller. Et à partir de là, ouais, tu travailles du coup ton plan d'action, tu travailles tes croyances limitantes, pourquoi tu penses comment tu penses, tu travailles sur comment, en fait, quand t'as envie d'accomplir un objectif, t'as tout le temps une intention derrière. C'est-à-dire que cet objectif, t'as envie de sentir une certaine émotion, tu vois. Du coup, en travaillant sur l'émotion que t'as envie de ressentir, ça aussi, tu l'utilises comme un carburant pour te motiver au quotidien. Donc, si par exemple, je me dis, là par exemple, mon gros objectif, c'est d'écrire un livre. Si je me dis, je vais écrire un livre parce que je vais être fière de moi, en fait, la question à se poser, c'est aussi comment je peux déjà ressentir au quotidien ce sentiment de fierté pour l'utiliser comme moteur tout au long du processus d'écriture, tu vois. Et donc, du coup, par exemple, cet exercice des petits vocals là, ça m'aide. Donc voilà un petit peu, j'ai dit visualisation créatrice, petit bocal à fierté et le coaching. C'est ça que j'utilise et qui m'aide. Ok, du coup, tu as plein d'outils à ta disposition en tout cas, pour ta vie perso et ta vie pro. Donc, c'est cool. Et toi, du coup, c'est quoi que tu utilises? Moi, tu me renvoies les questions. Ouais. Moi, j'aime écrire. Ouais. Moi, j'aime utiliser la visualisation mentale de la réussite. J'en ai fait un post ce matin sur LinkedIn avec les différentes étapes qu'on peut mettre en place, en tout cas, à partir de la visualisation et quelles sont les étapes après derrière pour pouvoir construire le projet et l'objectif vers lequel tu veux aller. Mais c'est vrai que c'est important, ce que tu disais, c'est de visualiser l'objectif final, de visualiser les émotions que tu vas ressentir à ce moment-là quand tu auras réussi ce projet-là. Et ensuite, à partir de là, co-construire tout ce qui va te permettre de te frayer le chemin jusqu'à cet objectif-là. Donc, ça peut être toi, les compétences que tu as et que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour réussir. Mais ça peut être aussi l'entourage dont tu vas avoir besoin qui va t'aider aussi à réussir. Donc, il y a plein de différentes de petites étapes et c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, donc visualiser. Et après, moi, j'aime bien oser. Et en fait, des fois, j'ai une idée et cette idée, j'aime l'écrire. Donc, tu vois, par exemple, je viens de créer une radio digitale pour mettre en valeur toutes les interviews que j'ai pu faire, en tout cas depuis que j'ai créé le podcast, puisque j'en ai plus d'une centaine. Et comme tu le sais,
très souvent, en fait, tu découvres que les derniers épisodes sur un podcast, finalement. Donc, je pense que les gens n'ont pas forcément le temps d'aller scroller toutes les interviews que t'as pu faire et mettre en œuvre. Et je trouvais intéressant de venir créer une radio qui va venir reprendre l'intégralité des interviews que j'ai pu faire et qui seront diffusées en permanence toute l'année. Donc ça, c'est l'objectif pour le podcast. Et le deuxième objectif, c'est de venir pour des podcasteurs ou des podcastrices qui seraient intéressés, que je diffuse certaines de leurs interviews pour venir finalement amener encore plus de richesse dans les interviews. Et c'est une radio digitale, mais qui est en lien avec le mental. Ça s'appelle Mental Talk Show. L'idée, c'est de venir parler de mental sous toutes ses formes. Alors moi, c'est un peu une introspection par le biais de la préparation mentale, mais ça peut être aussi la résilience. Ça peut être la force mentale. Enfin voilà, des fois, il y a des podcasteurs qui sont sensibles sur une thématique plus précise. Et du coup, enfin voilà, donc certains me rejoindront s'ils en ont envie. Et en tout cas, voilà, l'idée, elle est là, de continuer à mettre en valeur plein de personnalités inspirantes. Donc, je l'avais dans ma tête il y a plusieurs mois, je l'ai écrit sur un carnet, et puis là, je l'ai créé. Voilà. Génial, bravo à toi. Tout simplement. Donc ça, c'est important. Et après, j'utilise la cohérence cardiaque. Voilà, qui permet de réguler ses émotions par la respiration et du coup ralentir son rythme cardiaque si on est stressé, si on a une émotion qui nous déborde. Qu'est-ce que j'utilise encore régulièrement Après, je suis d'un naturel assez calme, tu vois. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de sport. J'ai été entraîneur. Donc, l'objectif, c'est aussi je capitalise un petit peu sur tout ce que j'ai pu acquérir grâce au sport, un petit peu comme tu as pu le faire avec l'Académie Mouratoglou, où j'ai vu que tu étais passé pour un documentaire ou une interview de Patrick Mouratoglou. Voilà, dont j'ai un livre dédicacé, tu vois, dans ma bibliothèque, parce que du coup, c'est quelqu'un que j'ai pu en tout cas croiser sur un tournoi et qui j'ai pu échanger, donc c'est super. Et puis voilà, donc après, il y a des outils, il y en a plein. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est un peu mon combat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs qui, je pense, qui n'ont pas forcément une formation très poussée. Alors, l'expérience peut servir, mais je pense que se former à coacher, c'est aussi quelque chose qui est important. On peut pas s'improviser coach comme ça. Ce qui est important, c'est quels que soient les outils, c'est qu'ils soient individualisés. Qu'ils soient individualisés parce que chaque personne est unique. Chaque personne a une histoire unique, une trajectoire de vie unique, et que tu peux pas coller des outils globaux sur tout le monde. Et tu es obligé de prendre en compte l'histoire des gens, leur passif. Et moi, j'utilise beaucoup pour ça l'entretien d'explicitation pour venir ensuite mieux coller aux besoins, comprendre comment fonctionnent les gens et essayer avec eux de les aider de la manière la plus fine possible et la façon la plus individuelle possible sur ce qu'ils ont besoin dans le moment où ils viennent éventuellement me trouver, tu vois. Donc des outils, comme je te dis, voilà, il y en a plein. On peut pas tous les maîtriser, donc parfois si c'est un outil que tu maîtrises pas, je préfère renvoyer sur un professionnel dont c'est l'expertise. Et puis voilà, donc du coup après voilà, il faut pas oublier il y a des choses sur lesquelles le coaching ne peut rien quand c'est trop profond. Donc parfois, il vaut mieux renvoyer professionnel de santé aussi sur des choses trop importantes. Je veux dire, la dépression ou la maladie mentale. À un moment donné, tu t'es plus, comment dire, c'est pas tes outils de préparateur mental qui vont faire que tu vas pouvoir aider ces gens-là. Au contraire, tu pourrais peut-être même faire l'inverse, en fait, tu vois, parce que la démultiplication d'essais d'outils, si ça marche pas, ça peut aussi venir nuire à leur mental. Donc, je pense que faut savoir rester à sa place. Et voilà, quand il faut réorienter parce que ce n'est plus ton champ de compétences, il faut le faire, quoi. Parce que l'objectif, c'est la santé mentale des gens, c'est qu'ils aillent bien, c'est qu'ils trouvent des solutions à leurs problématiques. Et si c'est pas toi la clé, il y a peut-être une autre clé ailleurs. Voilà. On a changé les rôles, tu m'as lancé, c'est toi qui m'interviews maintenant. Non, mais j'aime bien parce que, justement, vu que toi t'es préparateur mental, c'est hyper intéressant d'avoir tes tips. Tu sais, les tips,
comme je te dis, c'est vraiment de prendre en considération les gens dans leur unicité et d'écouter, voilà, d'être une écoute active avant même d'élaborer quelconque plan d'action pour eux. C'est de savoir, voilà, pourquoi ils sont là. Après, il y a des outils qui peuvent être intéressants, certains tests qui peuvent être intéressants à faire parce que très souvent les gens viennent avec un problème, mais n'ont pas conscience de toutes les qualités qu'ils ont. Et souvent, comme ils sont focus sur la problématique du moment, bah, ils en oublient un petit peu toutes les compétences mentales qu'ils ont à côté. Et très souvent, en éveillant, en leur faisant prendre conscience de toutes les compétences qui sont autour, très souvent, ça permet de défocaliser sur le problème pour lequel ils viennent te voir. Je dis pas qu'on va pas le traiter, mais en tout cas, ça les permet d'être moins focus dessus. Et très souvent, ça amène, en tout cas, une solution par eux-mêmes beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Et pour ça, voilà, ça nécessite de maîtriser ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation. D'avoir une bonne écoute active aussi, hein, et de pouvoir aussi, comme je te disais, prendre en considération les gens que tu peux rencontrer dans leur globalité de ce qu'ils sont par rapport à leur parcours, ce qu'ils vivent. Donc ça peut prendre aussi un peu de temps, quoi. Je veux dire, donc c'est important, quoi. C'est important. C'est de la même manière que quand tu vas chez un médecin, bah, tu fais un diagnostic et on te donne pas des médicaments sans avoir compris de quoi ce dont tu souffres, quoi. Donc voilà. Et après des outils, il y en a vraiment beaucoup, hein. J'aime bien l'auto-hypnose. C'est assez intéressant à appliquer sur soi-même, en tout cas pour aller dans une dimension, ne serait-ce que si c'est un moment où tu as besoin d'avoir la pêche, que tu n'as pas trop confiance en toi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites par rapport à ce biais-là, tu vois, par des discours internes positifs. Changer ta manière de te parler à toi-même aussi, c'est important. Genre, à partir du moment où tu identifies que tu te dévalues par ton propre discours interne, je pense que c'est important de modifier ton propre discours envers toi-même. Ça peut avoir vraiment des choses importantes, surtout qu'en plus le cerveau comprend pas la négation. Donc choisir aussi les bons mots, les bons verbes qui correspondent à ce que tu as envie d'entreprendre dans ta tête. C'est important d'avoir ça aussi. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de choses, mais comme je te dis, c'est très personnel et il faut que ça s'adapte à chacun, quoi. Donc voilà, tu m'as lancé sur un sujet qui m'anime. Non, mais trop bien. Merci d'avoir partagé ça. Et l'auto-hypnose, ouais, j'en avais déjà entendu parler. Et je vais creuser le sujet parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la respiration. Donc voilà, de manière un peu ancestrale, du coup, tout le monde sait respirer en principe, mais parfois il y a des blocages qui se font parce que les gens n'ont pas appris à respirer correctement. Tu vois, ils respirent de manière inversée, donc souvent, on sait que pour vivre, on a besoin d'oxygène et du coup, tu as besoin d'un apport d'oxygène pour pouvoir aller bien. Donc, forcément, si tu respires à l'envers, ça devient compliqué, quoi. On peut pas vivre en apnée. Donc, souvent, c'est intéressant d'utiliser quelques outils de la sophrologie. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, en tout cas, il y a tout un panel de méthodos que tu peux en tout cas utiliser. Il y a des techniques que j'aime bien, c'est des techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées la plupart du temps par l'armée, notamment l'armée de l'air au départ, et qui permettent d'optimiser ta fatigue, ton sommeil quand on a besoin, parce que du coup, quand les militaires sont en vigilance extrême ou ne peuvent pas dormir le temps nécessaire dont ils ont besoin pour récupérer, voilà, il existe des techniques pour ça. Donc voilà, tout dépend de tes besoins. Après, voilà, il y a plein de choses qui existent. Je crois que depuis la nuit des temps, il y a plein de choses qui ont été mises en place, qu'on retrouve finalement aujourd'hui dans différents outils. Mais je crois que voilà, on a toutes les ressources en nous pour aller bien. Il suffit juste qu'on en a envie. Et je pense que tu vois, c'est un peu ça. Et après, une fois, c'est de trouver un petit peu qu'est-ce qui va te faire du bien, quoi. Mais après, je veux te dire, parfois aller voir un bon film et être en auto-hypnose ou en hypnose en regardant un film qui t'amène ailleurs, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Oui, c'est clair. C'est clair. Franchement, merci d'avoir partagé tout ça. C'est hyper instructif. Ok. Écoute, en tout cas, tu m'as interviewé sur un sujet que j'aime bien. Du coup, on a inversé les rôles pendant 2-3 minutes. Du coup, j'aimerais aborder avec toi une question qui me paraît être importante. C'est très souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, pour moi, rien lâcher, ça veut dire ne pas rabaisser tes ambitions, même quand la réalité ne va pas
dans le sens que t'avais imaginé, tu vois. Donc, quand tout se passe pas comme prévu, au lieu de rabaisser tes ambitions, faut augmenter ta confiance que t'en es capable, augmenter ta foi, en fait, une forme de foi, de confiance en toi, en le futur, en tes capacités à continuer, persévérer et tout ça. Et ouais, je pense que beaucoup de choses commencent de notre tête. Donc, moi, je dirais, ouais, c'est cette résilience, rien lâcher, c'est cette résilience de dire, même quand t'as un premier échec ou quand t'as une déception, etc., mais continuer et redoubler d'efforts ou alors analyser intelligemment, tu vois, pourquoi ça s'est passé comme ça et continuer. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Julien, en tout cas pour en tout cas toutes tes réponses qui sont hyper intéressantes et que les auditeurs ont également certainement apprécié. Le mot de la fin revient toujours à mon invité et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais passer comme message, en tout cas dans mon podcast, qui viendrait un petit peu marquer du coup au fer blanc quelque chose qui te tient vraiment à cœur et un message que tu as envie de porter à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent? Ouais, bah, c'est vraiment de prendre ses rêves et ses objectifs au sérieux. Parce que moi, je sais que pendant un moment, j'avais par exemple ce rêve d'écrire un livre là. J'y croyais tellement pas, tu vois, que limite j'en rigolais ou je me sentais presque ridicule quand j'en parlais aux gens, tu vois. Et ça m'a mis pas mal de temps pour rien que accepter et m'autoriser à avoir ce rêve-là et cet objectif-là, parce que c'est important de transformer ses rêves en objectifs. Et en fait, il y a que quand tu t'autorises à croire que c'est possible que tu peux te mettre en action, tu vois. Si t'as un objectif, mais au fond de toi, t'as l'impression que c'est impossible, mais tu vas pas y arriver. Et il faut que vraiment, quand t'as un objectif, en fait, moi, je me dis que déjà, si j'ai un objectif ou si j'ai une envie, c'est pas pour rien, tu vois. Si j'en étais pas capable, j'aurais pas ce rêve, tu vois. Ou alors, je me dirais que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand vraiment c'est un truc que moi, j'ai envie de faire et qui me tient à cœur, je me dis que si ça me vient, ça veut dire que j'en suis capable. Et après, il faut que je trouve des ressources en moi pour y croire, pour oser, pour le faire, pour aller jusqu'au bout. Mais si je devais synthétiser ça en un message, c'est vraiment si t'as un objectif, croire en ta capacité à y aller et à y arriver parce que c'est la confiance qui fait tout ton moteur pour persévérer. Parce que moi, je sais qu'il y a plusieurs trucs dans ma vie où j'ai cru à plusieurs moments que ça servait à rien, que j'étais pas capable et tout. Bah, en fait, avec cette énergie-là, tu peux pas avancer. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir cette confiance dans le futur ou confiance en moi, dans ma capacité à persévérer, bah, c'est là que j'ai vu des résultats. Donc, voilà le message que j'aimerais passer à tes auditeurs. Ok, ben, c'est un beau message. En plus, tu nous as fait à demi-mot une petite confidence. Il y a peut-être un livre qui arrive. Voilà, dans un moment, mais ça arrive. Bon, ben, c'est super, c'est super. En tout cas, Julia, merci beaucoup. Merci à toi. Temps. Et écoute, on ira avec plaisir écouter tes nombreux épisodes sur Wonder Julia Woman. Wonder. Wonder Woman Julia. Et écoute, je te dis à très vite et puis très bonne fin de journée à toi. Merci beaucoup Sébastien. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en t'aidant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.